mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast ou après quelques jours de vacances. On va en profiter pour débriefer le Tour de France Femmes avec Zwift et la victoire d'une équipe française, une néerlandaise Demi Vollering qui s'impose, mais une équipe française FDJ United Suez qui s'impose à Nice pour ce Tour de France Femmes 2026. Pour en parler avec moi, mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, ce Tour de France Femmes 2026, tu as pu le suivre un petit peu depuis ta Suisse natale, enfin pas natale du coup, depuis ton nord natal, ta Suisse d'adoption, et avec ce départ de Suisse aussi un petit peu, tu as pu avoir des échos de ce départ de Suisse? Oui, bah déjà j'ai suivi ça parce que je travaille pour une chaîne qui est notamment basée dans le canton de Vaud, donc il y avait le grand départ, un petit peu avec l'organisation sur place, et effectivement bah, c'est là où tu te rends compte de la puissance du Tour de France, parce que même un Tour de France féminin, ça a attiré pas mal de gens, d'activités autour, de villes et de villages qui étaient super contents d'avoir le Tour de France. Et c'est vrai que, tu vois, on a vu un peu l'évolution de ce cyclisme féminin, on en parle souvent, et là j'ai l'impression que tu pourrais presque faire une comparaison avec les hommes, quoi. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau audience et au niveau popularité, bah, la marque Tour de France, hommes et femmes confondus, c'est devenu très puissant, et il n'y a plus cette comparaison à faire, à dire c'est mieux chez les hommes que chez les femmes, par exemple. Ouais, avec des pics, il me semble, alors des pics ou une moyenne à 5 millions sur la dernière étape de téléspectateurs. Je sais On va plus. vérifier, mais je sais qu'en tout cas, en part d'audience, il y avait des jours où par d'audience, tu faisais vraiment des scores énormes, en fait. C'est surtout ça qui est important. Ouais, Et on clairement. n'oublie pas qu'on en parle quelques fois dans Vélo Podcast, mais le Paris-Roubaix, je crois de manière générale, ou en tout cas les courses de printemps, parfois les femmes font mieux que les hommes en part d'audience. Donc c'est sur le part d'audience, c'est vraiment sur l'audience générale. Combien on fait en fait en nombre, et voilà, souvent c'est des scores impressionnants, donc comme quoi voilà, c'est les femmes qui attirent plus de téléspectateurs que les hommes. Ouais, et franchement, c'est une bonne nouvelle parce que il y a du spectacle, elles font le spectacle et on s'est vraiment régalé sur cette semaine, notamment le dernier week-end avec le petit drama d'Emi Vollering, Kasia Niewiadoma, ou plutôt Célia Géry et Kasia Niewiadoma, avec alors cette accusation de la Polonaise qui était alors maillot jaune d'avoir enfermé, ou plutôt que Célia Géry l'ait enfermé pour permettre à Demi Vollering ensuite de partir. Ça rajoutait un petit peu de piment à ce dernier week-end qui n'en avait pas forcément besoin de piment tant l'écart était faible entre les deux premières du général à 2 jours de la fin. Ouais, c'est ça. Et alors, en fait, c'est ça, c'est tout ce qui nous a manqué sur le Tour de France Homme, je trouve, cette année, parce qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout. Il y a eu un peu du drama, comme tu dis aussi, avec des confrontations. Alors après, franchement, bon, voilà, c'est vrai que sur le moment, tu dis, bon, pourquoi elle va voir Célia Géry, mais ça restait quand même dans le respect de la course, si on peut dire. Tu vois, t'as le droit d'avoir des moments où tu sors d'une étape et t'es un peu dégoûté. Après, elle est venue s'excuser le lendemain auprès d'un des directeurs sportifs de la FDJ Suez, Lars Boom, si je dis pas de bêtises, l'ancien coureur. Et donc, d'ailleurs, Lars Boom qui est impressionnant physiquement. Hein, quand je l'ai revu, je dis, ah ouais, j'avais oublié que c'était un sacré cycliste, lui, à l'époque. Mais et je trouve qu'en fait, c'est ça, le Tour de France Femmes était super intéressant à voir pour ça. Et t'avais ce suspense avec la veille Demi Vollering qui laisse partir Niewiadoma avec Marlène Reusser avec Marlène Reusser quand elle se marque. Enfin, je trouve qu'il y avait toute cette dramaturgie qu'on a un peu perdue chez les hommes, et voilà, c'était pour ça que c'était un beau Tour de France. Ouais, avec aussi ce décalage d'une semaine par rapport à la fin du Tour de France Homme. J'ai trouvé personnellement que ça a permis un petit peu de susciter le désir de revoir du vélo et de revoir le Tour de France. Le fait qu'il y ait une pause entre le dimanche soir et le sacre de Tadej Pogacar, et ensuite le départ du Tour de France Femmes le samedi suivant, où pendant ces 5 jours sans vélo on a pu un peu redescendre, se poser un peu pour ensuite avoir le plaisir de revoir le Tour de France revenir. Et alors après, bon, Cédric Kerbol, on avait parlé au micro de France Télévisions après l'arrivée à Nice, elle aimerait bien déjà qu'il y ait 3 semaines. Bon, on sait très bien, François-Pierre, que ce n'est pas pour tout de suite et qu'il y a besoin, et on le voit, notamment quand on voit, c'est l'équipe Mayenne Mombana Maipai, il me semble,
qui a pris 0 de prime sur ce Tour de France. Il y a d'abord besoin que le cyclisme féminin se structure avant de penser à plus grand. Là, on est à 9 jours de course. Bon, peut-être 10. Je dis pas que ça changera grand-chose, mais il faut déjà une vraie structuration pour avoir un peloton qui, à chaque étage, eh bien, en première, voire même en deuxième division maintenant, soit solide. Oui, c'est vrai. Et puis, j'avais vu aussi plusieurs interviews qui expliquaient que l'avantage du cyclisme féminin aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une densité. Alors, certes, il n'y a pas une densité énorme par rapport à toutes les équipes, on va dire, mais en tout cas, il y a quand même quelques équipes qui font des petites classes par-ci, par-là. Tu vois, je peux penser même à une équipe comme Saint-Michel-Aubert, Saint-Michel Préférence Homme, pardon, Aubert 93, pour faire tout le nom complet, qui fait quelques petits points par-ci, par-là, qui a aussi des cyclistes intéressantes. Ma petite entreprise aussi, l'équipe française, qui aussi est arrivée cette année, qui fait des bons résultats avec des jeunes coureuses qui sont vraiment pareilles, très prometteuses. Donc je trouve qu'il y a aussi ce côté où bah, même si tu as une équipe qui est jeune, bah, tu arrives à toujours avoir une ou deux petites performances par-ci par-là. Effectivement, tu as des équipes qui sont très dans le dur, quoi, tout simplement. Mais voilà, de manière générale, je trouve qu'il y a une densité qui est intéressante et il ne faudrait pas tout gâcher en faisant 3 semaines. Comme tu dis, 10 jours peut-être. Même si là, je trouve que sur 9 étapes, moi, je trouve que ça me suffit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que par rapport à la course qu'on a eue, moi, pour l'instant, 9 jours, ça me paraît pas honteux. Ouais, ça a été complet. C'était un Tour de France assez complet où on a vu du sprint, on a vu le contre-la-montre, le retour du contre-la-montre qui a redessiné le général et qui nous a offert justement ce suspense. Des étapes de transition, on voit bien qu'on a peu de transition, mais on arrive à avoir des échappées qui vont au bout. Et puis, ces étapes où le classement général se dessine. Encore une fois, FP, on pensera à notre copain Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui nous avait parlé de ces 2 dernières étapes à Nice, mais qui nous avait parlé surtout de l'avant-dernière étape à Nice, là où Demi Vollering prend le maillot jaune. Et là, il nous avait parlé de ces 2 radars dans le final en disant attention, il se peut qu'il y ait un vrai mouvement de course dans le final, il se peut qu'il se passe vraiment quelque chose. Ah oui, c'est travaillé tout ça. Hein. Mais oui, c'est vrai. Mais moi, encore une fois, si on doit faire un résumé, je trouve que ce qui m'a marqué, moi, c'est vraiment la puissance de l'équipe FDJ United Suez. On dit pas ça parce que voilà, on aime bien Stéphane Delcourt et le travail qu'il a fait depuis quelques années, qui est remarquable. Mais on est à l'apogée de quelque chose qu'on avait senti venir aussi quand on l'a reçu plusieurs fois ici, quand on analysait ça avec Julien aussi, c'était de dire bah voilà, cette équipe elle a été construite petit à petit avec cette superstar, avec d'abord des exploits parce que c'était des exploits pour cette équipe de remporter des courses majeures. Et puis là aujourd'hui c'est la consécration avec le Tour de France. Il faut que ça continue. Il faut toujours pas se reposer sur ses lauriers. Mais quand on voit l'équipe autour d'elle, quand je vois des Juliette Berthet, on peut voir des Evita Music aussi. Enfin, de manière générale, c'est Liagéry également. C'est une équipe qui est vraiment autour de sa leaduse et qui est vraiment hyper cohérente. Tu as l'impression qu'il y avait peu de choses qui pouvaient l'atteindre. La seule crainte qu'on a eue, peut-être, c'était sur le Ventoux. Mais à part ça, moi, sur la FDJ United Suez, j'ai été bluffé. Quoi. Ouais, justement, on passe à Demi Vollering, donc qui remporte ce Tour de France. T'as quand même senti, pendant cette semaine de course, pendant ces 9 jours de course, qu'il y avait de la sérénité, qu'elles savaient où elles allaient, comment elles voulaient y aller, en s'appuyant sur un collectif très fort. Moi, je n'oublierai pas quand même Franziska Kor, la championne d'Allemagne, vainqueur de Paris-Roubaix, qui est capable quand même pas seulement d'accompagner Demi Vollering ou de jouer sa carte lors de sprint, lors d'étapes de plat, mais qui est aussi en capacité, Franziska Kor, dès que ça grimpe un petit peu, d'être aussi présente quand il ne reste que, allez, on va dire 30 coureuses dans le peloton. Donc ça, c'est une vraie force. Après, en termes de collectif, je dis pas que j'étais un petit peu déçu par Juliette Berthet, mais quand même un peu, je l'attendais un petit peu mieux. Moi, c'est quand même Célia Géry, la championne de France, qui m'a bluffé. Vainqueur d'étape sur le Giro il y a 2 mois, toute nouvelle championne de France fin juin, et qui là, franchement, on l'a vu notamment dans le final à Nice, lors de l'avant-dernière étape, était monumental. Tu vois quand même que ce collectif, où il manquait aussi Élise Chabet, la Suissesse, qui d'ailleurs est enceinte, donc qui retrouvera les pelotons l'année prochaine. Élise Chabet, elle a quand même manqué dans ce profil aussi de coureuse de classique qui aime quand ça grimpe aussi. Donc c'est quand même un collectif qui est uni autour de Demi Vollering. La patronne, c'est Demi Vollering. Demi Vollering a trouvé une vraie équipe pour l'entourer, acquise à sa cause, et où elle est aimée, et je pense que c'est important chez Demi Vollering. Et comme tu l'as dit, c'est un petit peu l'apogée de ce projet du recrutement de Demi Vollering que de remporter ce Tour de France. On peut se dire quand même, François-Pierre, que l'année dernière,
Bon, elles sont tombées seulement sur une championne qui était au sommet de son art, Pauline Ferrand-Prévot, on en parlera peut-être un peu après. Là, bon, ben, en dehors de Pauline Ferrand-Prévot, il y a quasiment personne qui peut battre Demi Vollering sur un tel tour, sur une telle course. Oui, mais après, moi, je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas eu vraiment la bataille avec Marlène Reusser aussi, même si, bon, on sentait que Demi Vollering était plus forte, hein, je dis pas. Mais moi, ce que j'ai aimé vraiment, c'est ce côté aussi qu'il y a eu une confrontation. Tu vois, c'est vrai que c'était pas Demi Vollering qui décidait de tout. Ouais. On sentait qu'elle était un peu prise au piège et je maintiens que cette étape du Ventoux, c'est tout ce qui me manque en fait parfois sur ce Tour de France homme. J'aime bien, je suis désolé de comparer, mais je trouve ça important parce que c'est pour montrer à quel point parfois on prend du plaisir à regarder le vélo. C'est que bah, Nivadoma, elle court parfaitement en fait, elle court à l'instinct et t'as Vollering et Marlène Reusser qui sont donc calcul toutes les deux. Finalement, Vollering, si je ne me trompe pas, c'est au kilomètre ou 1,5 km, elle attaque. Ouais, Elle prend au 30 kilomètre, secondes, je crois, ouais, au kilomètre. Donc tu voyais qu'elle en avait dans les jambes, donc c'était clairement tactique en fait tout ça. Et il y a tout ce côté-là en fait où tu te dis, purée, il y a un peu la surprise Neviadoma qui prenait de l'écart, et puis derrière, il y avait Vollering et Reusser qui perdaient tout en s'annihilant en fait, toute chance toutes les deux en s'observant. Donc ouais, c'était super. Puis derrière, on avait des prometteuses, on a Paola Blasi qui était encore là présente, on a Cédric Carball qui fait un super Tour de France, la française de IF. Enfin, ouais, il y a plein d'histoires à raconter et ça me change, je trouve, du Tour de France homme. Est-ce que j'étais un peu blasé cette année? Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a plein d'histoires à raconter. Kim Le Court-Pinard, par exemple, aussi. Enfin, tu vois, je pourrais t'en citer plein de têtes et c'est ça qui est beau. Ouais, mais je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que on a quand même été rapidement blasé par ce Tour de France homme, à se dire, bah, il y a plus de suspense, c'est terminé. On savait même avant le départ que de toute façon Pogačar allait l'emporter. Il a réglé tout le monde après une semaine de course, et puis derrière les 2 autres semaines, bon bah c'était un long processus pour arriver jusqu'à l'arrivée à Paris. Là, ce Tour de France femmes, bah, tu l'as dit, il y a ce côté tactique dans le Ventoux. Moi, j'ai rarement vu ces dernières années une telle ascension se régler par la tactique. À chaque fois, c'est des trains qui se mettent en route, ça roule fort, ça roule fort, ça roule fort, et puis après, t'as le leader qui attaque et qui va gagner. Bon, terminé. Ça, c'est un peu le modèle chez les hommes, qui devient un petit peu barbant, tant ben, à chaque fois, t'as quelqu'un qui surdomine les autres. Là, ok, Vollering était quand même, Demi Vollering était plus forte, mais t'as quand même senti ce côté tactique où en fait, ben, Marlène Reusser avait tellement pris d'avance lors du contre-la-montre que, et sur Vollering et sur Neviadoma aussi, parce que Neviadoma a été remise dans le jeu par la FDJ United Suez et par Demi Vollering en lâchant, bah, il y avait jusqu'à 1 minute 30 à un moment donné d'écart entre la polonaise et le duo Vollering-Reusser, et Demi Vollering, elle a quand même joué avec le feu en remettant Neviadoma dans la course, parce que on se souvient, et c'était lors du Tour de France qui arrivait à l'Alpe d'Huez, François Pierre, c'est 2024 où Neviadoma s'impose pour 4 secondes au final. Il me Il semble. me semble que c'est 2024. Il y a quand même ce souvenir pour Vollering de 2024, laisser ouais. le Tour de France à Neviadoma pour 4 secondes. Et là, tu te permets, et c'est là qu'on voit la sérénité de la néerlandaise, c'est là tu te permets quand même de la remettre en jeu, mais surtout, tu te permets de faire perdre Marlène Reusser, parce que tu sentais que en dehors du contre-la-montre, Demi Vollering est quand même un cran au-dessus de la Suissesse. Là, par contre, Neviadoma, c'est la remettre dans le jeu, c'était quand même jouer avec le feu. Mais il y a eu ce côté tactique au Mont Ventoux que j'ai rarement vu et qui m'a énormément plu. Et puis après, derrière, avec des très belles performances, t'en as parlé. Moi, je rajouterai quand même un nom, c'est la jeune Canadienne Isabella Holmgren, qui était échappée lors de la dernière étape à Nice de la Lidl Trek, qui est un vrai nom à suivre pour l'avenir et qui fait top 10 de cette étape du Ventoux et du Tour de France femmes. Ouais, ce côté Elle fait tactique, 8e, ouais. ce côté tactique, on l'a très rarement vu quand même ces dernières années. Et à chaque fois, je trouvais que sur cette semaine-là, il y a eu quand même pas mal de sens tactique, ou en tout cas que ça jouait les unes avec les autres. On sent qu'il y a quand même cette rivalité avec aussi la SD Works, parce que Lorena Wiebes est tellement forte que bah, au bout d'un moment, quand elle gagne 2 étapes, eh ben on va laisser la course à la SD Works pour la victoire. Sauf que derrière, la SD Works a dit ben non, nous on a gagné 2 étapes, c'est à vous d'assumer derrière si vous voulez en gagner d'autres. Sur la victoire de Hoxet notamment en solitaire à Poligny, où tu avais aussi l'Otto Kopecky qui était devant en échappée, qui n'a pas réussi à rentrer sur la Norvégienne. Il y a eu quand même des coups pendant cette semaine-là où tu te dis bah c'est du cyclisme comme on aime en fait. Tu vois un petit peu?
Je suis d'accord avec toi, non, mais vraiment, je partage totalement ton avis et d'autant plus que le lendemain, alors après, pour aller avancer un petit peu Ouais. dans l'histoire, c'est que quand tu as aussi Demi Vollering qui va récupérer son maillot jaune avec cette histoire de placement, Célia Géry qui Oui. se met devant, finalement, en fait, cette histoire en fait de Célia Géry, c'est le travail d'une équipe en fait. Et oui, certes, le mouvement, alors, Ah, on est je sais pas d'accord, ce il que y a t'en rien. penses On est toi. d'accord, il y a rien du tout. Bah, ah non, non, il n'y a pas rien. Non, 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 il il n'y a y a pas pas, il y rien. a pas, c'est pas, il y a pas Mais rien, mais il y a rien de, il y a rien de répréhensible. illicite. Voilà, Voilà. exactement. C'est tout à fait juste. Mais par contre, il y a quelque chose. Mais en revanche, ça se fait partout. Même c'est la grande mode en ce moment d'ailleurs. Je sais pas si tu vois chez les hommes, hein, d'ailleurs, pour comparer encore une fois, mais c'est de faire d'étirer un peu ce peloton et de mettre un équipier qui ralentit pour faire un écart et puis que l'autre parte. Tu sais, ça arrive régulièrement, je trouve, dans plusieurs Ouais. courses maintenant, où on joue là-dessus, quoi. Encore une fois, dans le placement, c'est Yagiri. En plus, dans ce virage-là, bah, son positionnement, en fait, il est logique. En Mais fait, oui. il n'y a pas de mouvement, je trouve, de dire, bah, je vais me passer parce qu'en fait, j'ai vu c'était elle, donc je vais la gêner. Tu vois, Non, il mais n'y a la pas ce faute, elle est de côté-là. Nieviadoma quand même. Alors, la faute à la Pour moi, base, c'est elle parce qu'elle doit être collée à la roue de Vollering. Exactement, on est d'accord. La faute vient de Nieviadoma, qui est mal placé à l'amorce du virage, qui se fait avoir par le fait que Vollering double Célia Géry et elle ne suit pas la roue de Demi Vollering. Elle tente un coup en passant par l'extérieur. On sait très bien que la trajectoire par l'extérieur, même si c'est un virage sur la gauche à angle droit que tu peux sortir avec plus de vitesse, quand tu passes par l'extérieur, encore plus en étant derrière la roue, derrière le vélo de Célia Géry à l'amorce du virage, tu es en tort, tu as un train de retard, tu as un moment de retard. Je dis pas que c'est sur ça que le Tour de France se joue, parce que tu vois bien, de toute façon, que dans la dernière Tu étape gagnes une à partie. Nice, Oui, mais une partie quand même, parce qu'après, c'est psychologiquement, quand tu perds le maillot, je pense que ça peut jouer. Tu vois, imaginons, dans le cas inverse, Nevadoma garde son maillot, c'est sur la dernière étape que ça se joue, est-ce qu'elle résiste pas plus longtemps? Tu vois, je pense que le non, mental joue quand non. même un petit peu, mais Ouais, mais tu vois, Vollering était plus forte, ça c'est clair, mais est-ce qu'il Vollering n'y a était plus pas. Voilà. forte, ça s'est quand même vu. Tu vois sur la dernière étape que Vollering a plus de puissance que Nieviadoma. Nieviadoma, c'est quand même une superbe championne qui a un palmarès de dingue en termes de place d'honneur, qui gagne très peu. Pourquoi? Parce qu'il lui manque à chaque fois 1 ou 2 watts, ou peut-être plus, mais quelques watts sur la vainqueur, que ce soit sur un Tour des Flandres, que ce soit sur Liège-Bastogne-Liège, parce qu'elle est quand même capable d'aller jouer la gagne sur toutes ces courses-là, sur les grands tours. À chaque fois, il lui manque un petit truc, mais parce qu'il lui manque un poil de puissance par rapport à une Demi Vollering qui dégage beaucoup de puissance dans sa manière de courir. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de suspense, même avant le dernier week-end, malgré les 8 secondes d'écart, c'était quand même quasiment écrit que la néerlandaise s'impose à Nice lors de la dernière étape. Mais pour revenir à ce virage, et c'est là que tu vois que Célia Géry a quand même beaucoup de caractère pour ses 20 piges, c'est qu'elle se laisse pas démonter quand même par le fait que Nieviadoma arrive, pour la bousculer après la ligne d'arrivée, et deux aussi dans la demi-seconde où ça se passe dans la course, elle se laisse pas démonter, c'est Célia Géry qui est devant à l'amorce du virage, et à la sortie du virage, c'est Célia Géry qui est quand même devant. Ah, c'est vrai, et c'est aussi montrer le vivier de talent qu'on a en France, parce que quand tu vois un peu toutes les jeunes qui arrivent, même dans d'autres équipes, ça fait du bien et ça fait plaisir à voir. Et même si pour l'instant, voilà, on roule pour une néerlandaise, hein, dans une équipe française, bah voilà, on voit que derrière, tout le monde s'est mis au diapason. Et j'avais vu un bel article dans l'équipe. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Hein, je vous invite à le découvrir aussi si vous voulez le retrouver. Ils expliquaient un peu l'intégration de Demi Vollering. Et c'est marrant. Faut que je retrouve. Je crois que c'est Juliette Berthet, il me semble, ou une autre de l'équipe qui dit ah ben moi je pensais qu'elle était comme toutes les néerlandaises, un peu voilà, c'est un peu antipathique et tout, et puis finalement on a découvert quelqu'un de super et qui nous encourage tout le temps, nous donne toujours un petit mot, et tu sens que ouais, c'est une leaduse née en fait, Demi Vollering, et elle emmène tout le monde. Et je pense que c'est l'Algérie, ça représente aussi le côté elle lâchait rien pour sa leaduse, avec l'objectif un objectif commun pardon, pour ses filles, c'était de remporter ce tour. Ouais, et puis Stéphane Delcourt l'avait dit chez nous, le boss de la FDJ United Suez, quand j'ai eu ce premier rendez-vous avec Demi Vollering, j'y allais un petit peu, sans trop de certitude et sans trop être motivé. Et puis quand j'en suis sorti, je voulais absolument une seule chose, c'était la recruter. Parce que en fait, tu sens bien que humainement, Demi Vollering, elle fait l'unanimité, que dans l'équipe, c'est la patronne, mais c'est la patronne. Euh, c'est pas la patronne fouettarde, c'est la patronne par l'exemple, par le travail, et la patronne aussi par le comportement. Que Juliette Berthet, et il faut quand même aussi se dire que Juliette Berthet, normalement, quand elle est recrutée, c'est elle la leaduse de l'équipe, c'est elle la porteuse du projet FDJ Suez à l'époque, Juliette Berthet. Et elle a quand même réussi
à elle se mettre en tête qu'elle pouvait aussi gagner à travers les victoires de Demi Vollering. Et je dis pas qu'elle a fait une croix sur ses ambitions de classement général pour le futur de sa carrière, mais enfin, je trouve qu'il y a énormément, pas de lucidité, mais tu vois, un état d'esprit hyper positif de la part de Juliette Berthet, de se mettre en retrait, de réussir à se mettre en retrait pour permettre à Demi Vollering de s'imposer. Et puis derrière, après, Juliette Berthet, sur quelques courses, de faire, je sais pas, top 5 de la Vuelta, il me semble, cette année. Enfin, tu vois, il y a quand même une vraie preuve chez Juliette Berthet d'avoir cet esprit collectif, et c'est ce qui résume aussi cette équipe FDJ Suez qui a réussi à se mettre en mode oui, elle avait fait sur la Vuelta, elle fait 5e exactement, et tu vois, c'est un petit peu cet exemple qui fait que cette équipe FDJ Unity de Suez, eh bien, c'est un projet aussi humain. Alors, derrière toutes ces victoires, il y a un projet humain dans cette équipe-là, ça vit bien, et tout est fait pour la performance. Et on l'a vu sur ce Tour de France, donc avec la victoire de Demi Vollering. FP, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aimerais parler peut-être de quelqu'un d'autre aussi dans ce classement général? On a parlé de Marlène Reusser qui a tout perdu lors de la dernière étape et qui était en lice pour le podium aussi. Oui, c'est peut-être le plus dur pour elle, parce que au-delà de sa chute, c'est surtout qu'elle méritait sur la semaine d'être sur le podium, donc c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'elle tombe vraiment au pire moment, quoi, vraiment sur la dernière étape. Mais voilà, Marlène Reusser, on sait très bien qui elle est et ce qu'elle va faire, et je suis sûr que dans les prochaines années, elle sera encore bien présente, et un podium du Tour, on verra, mais en tout cas sur d'autres courses, elle sera compétitive. Ouais, elle arrivait vraiment en grande forme. Marlène Reusser, elle arrivait en énorme forme, et bah voilà, malheureusement, alors elle est tombée sur plus forte avec Demi Vollering. Par rapport à Niewiadoma, il y a ce jeu tactique dans le Ventoux, mais tu sens quand même que sur la très haute montagne, Niewiadoma, c'est pas la première fois quand même que sur la haute montagne, très haute montagne, elle fait ses preuves sur le Tour de France, et peut-être qu'on verra dans le futur, non pas une course de côte comme le Mont Ventoux, quoique pour avoir fait la veille la cyclo, ça suffisait quand même avec les 3000 mètres de dénivelé. C'était pas totalement le même parcours. T'as fait quoi? T'as fait une Niewiadoma ou une Marlène Reusser Vollering à attendre? Non, j'ai fait une Charlotte Cole quasi hors délai. C'était pas pareil, elle avait pas le même temps de monter. Non, déjà j'ai terminé dans les délais. Je suis très fier de moi, même s'il y a quelques couacs sur l'organisation, mais bon, ça c'est autre chose, les temps d'attente au ravitaillement, je pense pour tout le monde, qui ont été bien trop longs, et puis dans le départ, l'accès au sas de départ qui était bien trop long avec des délais incompressibles derrière, ça a quand même été une course bon bref, voilà, mais c'était une super cyclo quand même, on s'est régalé avec l'arrivée au Ventoux. J'ai quand même fait le Mont Ventoux, je suis très content de moi. Mais non, derrière, voilà, il y a quand même eu pour Niewiadoma une grande force dans le Mont Ventoux, et puis c'était quand même magnifique à voir. Après, bon, pour parler de Marlène Reusser, voilà, elle était à sa place dans le contre-la-montre, elle a quand même fait sa remontée au général, elle a pris ce maillot jaune qu'elle a défendu jusqu'au bout. Malheureusement, elle a pris trop de risques dans la descente du Col d'Èze pour aller chercher ce podium. C'est Elisa Longo Borghini qui finalement va chercher ce podium dans une équipe UAE Team Limad, où il y avait Longo Borghini, Blasi et Vlodarczyk, où il y a eu une mini polémique en début de semaine, où on savait pas qui allait être la leader, et finalement ça s'est quand même joué à la pédale avec Elisa Longo Borghini, la belle promesse de Paola Blasi qui termine 5e. Allez, je dis quelques noms comme ça, FP, avant de passer à la suite. Niedermayer, pour moi c'est Niedermayer, Antonia Niedermayer, qui est une petite surprise quand même, 4e, je la voyais pas aussi haut. J'avais pas aussi haute pour la Canyon SRAM, équipière de Niewiadoma, qui va chercher le maillot blanc, 4e place finale. Belle promesse aussi pour l'avenir, l'allemande. Après, on a dans le top 10 Cédric Carbaol 6e, Vlodarczyk 7, Holmgren 8, Lecourt 9, Nive Fischer-Black 10. Carbaol toujours aussi régulière dans les classements généraux, au final elle fait top 10. Ouais, c'est ça. Et puis Carbaol, c'est dommage, elle méritait de remporter son étape, mais elle est tombée sur plus forte. Donc c'est dommage, c'est juste la seule frustration pour Carbaol. Lorena Wiebes, maillot vert, bon, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Donc elle met 5-6 vélos d'écart à chaque fois qu'elle fait un sprint, alors qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu vois, et alors, quand même, au classement par points, ça se joue à une trentaine de points, 29 points près par rapport à Demi Vollering. Donc, mais bon, c'est comme Pogacar quand avec le maillot à pois chez les hommes. Exactement. Quand tu vois l'arrivée de la première étape de Lorena Wiebes, c'est là que tu te dis, le maillot vert va quand même falloir aller la chercher, parce que sur
un sprint en boss où il n'y a plus que les 10 meilleurs du général et que c'est quand même Lorena Wiebes qui gagne, c'est l'arrivée à Lausanne, c'est ça lors de la première étape hein. Oui, c'est ça, tout Ouais. à fait. Ouais, c'est ça. Et puis, oui, mais Laura Nevabes, franchement, enfin, quand même, un sprint même léger. En fait, c'est un peu c'est une coureur, oula, Une coureuse, une coureuse oui. passe-partout. Voilà, merci. Une coureuse passe-partout. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que tu as l'impression que, ouais, sur n'importe quelle course, si elle est plutôt bien emmenée, elle va tenir un petit peu et elle peut, sur un sprint de 10 cyclistes, faire très très mal, quoi. Puis, même face à des filles qui sont parfois peut-être plus en forme qu'elle sur le moment, elle va se dépasser, elle a une capacité à sprinter impressionnante. Ouais. Lorena Wiebes qui termine 65e du général final. Il y a un nom dont j'aimerais parler. Alors bon, la petite surprise, je pense que c'est une petite aussi promesse pour la suite. Émilie Morier, l'ancienne triathlète de la Saint-Michel, préférence Homme Aubert 93 FP, je l'ai dit jusqu'au bout, qui fait top 20, 19e. Et Pauline Ferrand-Prévot, peut-être un petit mot sur Pauline Ferrand-Prévôt qui est passée au travers, qui a abandonné malade, mais on a senti qu'il était à court de watts. On l'a vu rapidement aussi dans les bosses où ça se bagarrait quand même rapidement dans ce Tour de France. On sentait qu'elle n'était pas au niveau de l'année dernière quand même. Ah oui, ça c'est clair. On l'a très vite senti. En plus, on a vu son contre-la-montre très compliqué. Et derrière, au Ventoux, c'était pas une grosse surprise. Non, une naissance, ça arrive. Ce qui est dommage en fait pour Pauline Ferrand-Prévot, c'est qu'elle a pas beaucoup couru en fait. Donc elle a vraiment tout axé sur ce Tour de France. Et c'est le problème quand tu axes tout sur quelque chose et que tu rates, c'est que tu as peut-être beaucoup de regrets. Donc peut-être à l'avenir, penser peut-être à courir un peu plus, peut-être pour au moins faire des résultats et puis moins regretter une contre-performance éventuelle sur des objectifs. Et pourtant, c'est comme ça qu'elle a gagné le Tour l'année dernière. Ah, mais ça marche pas tous les jours, tout le temps comme Et ça. oui, Parfois, bien les évidemment. recettes, il faut les changer un petit peu. C'est sûr. Bon, voilà, je pense qu'on a quand même FP pas mal parlé de ce Tour de France Femmes avec Zwift. Bon, la note par rapport... allez, si tu donnes une note au Tour de France Femmes et une note au Tour de France Hommes, ce serait laquelle? Lesquelles? Homme, je dirais 6 sur 10, allez. Ouais. Et puis chez les femmes, un bon 8,5. Hein. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et quitte à donner des et demi, je mettrais 5,5 aux hommes. Ah ouais, t'es plus sévère que moi. Bah, ouais. Franchement, je me suis emmerdé devant ce Tour de France Homme cette année. Je te l'avoue, je te le dis. Je te dis comme ça. Non, mais après, c'est aussi ce qu'on disait déjà depuis longtemps, c'est la prise de risque tactique qui est moins présente aussi, avec les oreillettes. Donc, t'as l'impression que c'est un peu joué d'avance. T'as moins d'échappées qui allaient au bout, en tout cas, sans que le peloton soit d'accord. Donc, je suis d'accord avec toi. Hein, allez, je baisse à 5. Bon, allez, tu mets 5. Bon, moi, je reste à 5,5, allez, quand même, parce que je suis pas aussi dur que toi, je suis pas aussi sévère que toi. Voilà. Bon, en tout cas, Tadej Pogačar, on va le retrouver dans quelques jours sur la Vuelta. On fera une petite préparation, une petite présentation de la Vuelta. Et c'est pas fini avec Tadej Pogačar qui embrayera derrière sur les championnats du monde, notamment au Canada, à Montréal. Voilà un petit peu. Et je crois aussi les championnats d'Europe chez lui, en Slovénie, pour aller conquérir le titre européen avec la finale de saison autour de Lombardie. Actualité en dehors du Tour de France Femmes FP pour terminer ces 5 dernières minutes de podcast. On terminera par l'actualité vélo podcast à la toute fin. Juste le mot sur la course qui se déroule en ce moment, au moment où on enregistre, qui se termine ce dimanche. Le Tour du Portugal avec le décès de Finlay Tarling, le jeune coureur de l'équipe développement de la NSN, qui est décédé. C'est le frère de Josh Tarling. Exactement, si le petit frère de Joshua Tarling. Les britanniques gallois, Finlay Tarling est décédé sur le Tour du Portugal. Une voiture à contresens, une voiture hors course à contresens sur le parcours de la course en queue de peloton. Un choc ultra violent. Quand on a vu la photo du vélo de Finlay Tarling après le choc, détruit en plusieurs morceaux, ça fait froid dans le dos. Le débat sur la sécurité au sein même des courses revient encore une fois. Il y a des organisateurs, et j'ai vu notamment le coup de gueule et entendu un peu le coup de gueule de Jérôme Pinault dans les grandes gueules d'RMC. Des organisateurs sont prêts à faire des concessions, de faire des économies sur leurs courses en sacrifiant une partie de la sécurité. C'est pas normal.
je sais pas trop comment résumer. Ouais, Autrement. bah non, mais c'est surtout dramatique en fait parce que le contexte. Alors, si je me trompe pas, c'était une moto qui est passée en moto de sécurité, hein, Mm. qui sont là c'est la course et qui a fait signe à ce conducteur d'attendre, c'est ça, 5-10 minutes, je crois, le temps Ouais, que le ouais, peloton ouais. passe et tout. Et puis en fait, quand le peloton est passé, le monsieur a décidé de rouler à contresens, en tout cas de repartir dans la direction qu'il voulait. Et donc c'est là où il y a eu l'impact avec Finlay Tarling. Pour avoir déjà connu ces situations, pour te dire, enfin dans le sens pas un accident bien heureusement, mais moi j'avais déjà été, pour tout te dire, sur la route un dimanche et il y avait une course cycliste près de chez moi. Et effectivement, sur des courses amateurs, hein, là je parle, hein, vraiment c'est Mm. amateur, on n'est pas sur le niveau semi-pro, enfin, pro pardon, comme là le Tour du Portugal. Et ben là, on avait un peu ce système-là, mais malgré tout, en fait, les motards restaient en fait, enfin, c'est-à-dire qu'ils restent, ils attendent vraiment qu'il n'y ait plus de coureurs, et même si tu as des voitures de la course, on va dire, c'est des voitures qui sont là. Donc dans ce cas-là, tu vois, tu passes, mais t'es sûr qu'il n'y a plus de coureurs. Et c'est marrant comme quoi, tu sais, chez les amateurs, en tout cas ici en Suisse, ça se passe comme ça. Quand tu vas autour du Portugal, visiblement, le motard ne pouvait pas rester. C'est là où je suis un peu circonspect. Alors peut-être que j'ai un cas unique chez moi et que ça se passe très très bien au niveau sécuritaire, et tant mieux. Mais c'est vrai que je suis d'accord, il faut peut-être revoir aussi ça. Et Jérôme Pinot a peut-être pas tort quand il dit que les instances, et en l'occurrence l'UCI, doit revoir aussi peut-être au niveau des courses qui ne peuvent pas assurer au niveau du budget la sécurité, ben on fait pas la course, quoi. Et ça, je suis assez Ouais. d'accord parce que c'est quand même une règle d'or et je pense que c'est primordial au-delà de la compétition. Quand je vois parfois des arrivées, on se moque gentiment, mais c'est vrai que c'est super dangereux, les arrivées du Tour du Pays Basque. Tu vois parfois quand il y a un peloton qui arrive lancé en descente à quasi plus de 50 km/h pour faire un sprint, même plus, tu vois, sur une légère descente, après avoir fait, je sais pas, 4-5 virages hyper tendus. Tu vois, c'est aussi des conditions de sécurité qu'il faut pas oublier. Donc voilà, moi je trouve que il faut en faire plus. Parfois, c'est à l'excès. Tu vois, quand on parle du Tour de France homme qui ne peut pas passer sur les pavés parce qu'ils estiment qu'un peloton c'est trop compliqué, etc. Ce qui est peut-être juste parfois. C'était le cas sur le Tour d'Italie Et cette année où ils ont voulu par exemple, aussi, geler les temps à aussi, Milan, je crois, si on arrivait à Milan au sprint, parce que c'est il y ça. avait les rails, c'était trop dangereux. L'arrivée aux Champs-Élysées, alors qu'il n'y avait pas de pluie, cette année ils ont voulu geler les temps pour faire l'étape à Montmartre. Là, on est dans l'excès, mais on est dans l'excès sécuritaire. De l'autre côté, en fait, après, c'est les coureurs aussi qui demandent cet excès sécuritaire. Par contre, là, on parle quand même juste d'une organisation qui est censée neutraliser la circulation pour permettre le passage d'un peloton. Là, quand même, c'est jouer en fait avec la santé des coureurs, juste pour permettre à cette course d'exister. Enfin, Ah oui, c'est je clair, sais oui, oui, pas. non, mais, mais je suis assez triste. Et puis, ouais, toutes ces petites courses, est-ce qu'il ne faut pas que l'UCI, si elles peuvent plus financièrement le faire, parce qu'on sait les problématiques, est-ce qu'il n'y a pas une cagnotte UCI qui peut exister aussi, parce qu'on sait comment ça peut brasser les grosses courses, et qu'à un moment, je pense qu'il faut aussi se poser la question de faire ce ruissellement vers le bas de l'argent, parce que les grosses courses, certes, ça fonctionne très bien, on sait toujours l'impact que ça peut avoir. Je pense à ASO pour le Tour de France, même au Giro, à Flanders Classic aussi. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas avoir une règle en disant, bah, ces grosses courses-là, tant de pourcents du chiffre d'affaires, c'est pas forcément une grosse somme, mais de dire, bah voilà, sur chaque course dans votre pays où on fait une cagnotte pour toutes les courses un peu des catégories en dessous, bah on donne cet argent et qui doit être intégralement versé à la sécurité, par exemple, hein, c'est une idée, mais tu vois, ce serait un ruissellement vers le bas qui serait intéressant et qui permettrait à ces courses qui sont importantes, parce que mine de rien, c'est pour des équipes aussi qu'on voit moins et qui sont de plus en plus rares, malheureusement, ces équipes Conti, donc de rouler, et je trouve que ça ferait un beau ruissellement vers le bas qui se perd un peu, je trouve, en vélo, comme un peu le football, malheureusement. Bah là, c'est quand même le Tour du Portugal. Bah, le Tour du Portugal, si au Tour du Portugal, ils n'ont pas les moyens ils ont pas les moyens. Enfin, bah, c'est le Tour du Portugal, c'est pas le Tour de la communauté de Lisbonne, de quoi que ce soit. Enfin, Oui, tu vois, mais oui, mais ça reste quand même pas un tour c'est une point comme 2, c'est je une sais point pas. 2. Je sais. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Donc je trouve que ça me choquerait pas qu'on dise on donne un peu d'argent là. C'est pas parce que c'est le Tour du Portugal, le Tour du, je sais pas, le Ou Tour alors du tu fais comme Maroc, d'autres. Non, mais tu fais le comme. Tour le Tour d'Asie, bah c'est peu importe. En fait, Oui. c'est regarder comment elle a ses moyens. Si elle n'a pas ses moyens, et enfin en plus, comme tu as dit, c'est une point 2. Donc une point 2, elle peut pas avoir n'importe quelle des équipes. Donc c'est à partir de, je sais pas, de la point 2, tu dis on donne tant, par exemple, tu vois. Ça me choquerait pas, quoi. Peu Ouais. importe que ce soit sur un pays, sur une région ou sur une ville, quoi. Oui, oui. Ou alors, bah, tu dis, on fait que des courses de circuit maintenant. Si l'épreuve n'a pas les moyens de sécuriser une étape entière, vous faites des courses de circuit, limite des critériums, et puis voilà. Ouais, voilà, là tu perds un peu de charme quand même. Mais oui, Ah oui, effectivement, mais s'il après, fallait ouais. là, on Mm. a on a un jeune coureur de 19 ans qui est décédé. Tu Ouais, vois, au bout d'un non, moment, c'est clair. Ouais, bien sûr. bon, de toute façon, à chaque fois, c'est toujours pareil, malheureusement, et on pense à lui.
Les morts se succèdent et puis on les oublie 2 semaines après. Et puis après, quand il y a un autre mort quelques mois plus tard, ils vont se dire ah mais c'est vrai, il y a un problème et tout. Et puis de toute façon à chaque fois les C'est vrai problèmes. que là, ça commence à faire beaucoup. Voilà, Hein. exactement. C'est cette année en tout cas. Bon, FP, on va terminer ce podcast par la grosse actu de Vélo Podcast, Oui, quand en même. tout cas, une annonce joyeuse et Ah oui. on est très heureux de vous la partager. Guillaume, je te laisse dire. Alors, il n'y aura pas Pogacar sur ce Non. tour-là, mais il y aura des beaux coureurs. Non, en effet, Vélo Podcast, diffuseur de la dernière étape du Tour Poitou-Charentes 2026. Eh oui, on est diffuseur de courses maintenant sur notre chaîne YouTube. Ça va arriver le vendredi 28 août, la dernière étape qui va arriver à Poitiers. L'année dernière, cette dernière étape avait été remportée par le champion de France de l'époque, Dorian Godon. Le vainqueur du général de l'année dernière, c'était Samuel Leroux, si je me trompe pas, Samuel Leroux de la Total Énergie. Et donc, ben voilà, on va à la fois produire et à la fois diffuser ces images-là. Et je dis bien qu'on va aussi produire ces images-là, parce que voilà, il faudra aussi se dire que ce n'est pas une production télé. Mais on est en tout cas très fiers de pouvoir vous diffuser, de pouvoir vous permettre de regarder cette course. Il y a des courses en France qui désormais ne sont plus diffusées, à la fois par Eurosport, à la fois par France Télévisions, par manque de moyens, tout simplement. C'est clairement par manque de moyens parce que produire une course de télévision et en tout cas ces productions sont payées par les organisateurs, ça coûte cher, ça coûte très cher. C'est des chèques qui sont de 6 chiffres. Et aujourd'hui, certains organisateurs ne sont plus en capacité de pouvoir payer ces sommes-là. Et voilà, aujourd'hui, on a proposé une solution à bien moindre coût avec notre chaîne YouTube. Donc ça va être une première pour nous, hein, François-Pierre aussi. Ça va être une première pour nous à la fois de diffuser, mais aussi de produire ces images-là. Donc on espère que ça va bien se passer. C'est une vraie fierté, c'est aussi une petite pression de pouvoir se dire qu'on va faire ça. Et en tout cas, j'ai bien hâte d'être au 28 août où je serai au commentaire FP avec Étienne Gourceau, notre copain de Dico du Sport. Eh oui, exactement. Il y aura un très bon analyste avec Étienne Gourceau. Oui. Puis, pas de doute que tu t'en sortiras à merveille, évidemment. Tu es le spécialiste pour ça. Donc, Bon, on est aucun quand même souci. les Et puis, locaux de l'étape avec En plus, Étienne. en plus. Tour Ah, Poitou-Charentes, exactement, c'est vous chez nous. roulez là. On est tous les deux charentais avec Clairement. Étienne. Donc Ah oui, c'est vrai. voilà. Bon, en tout cas, c'est une grande Il n'y a, nouvelle. même plus de place pour moi sur une moto, caméra. Écoute, tu peux venir si tu veux en analyste. Depuis la moto, on va faire une moto exprès pour toi sur la course. Non. Ou un scooter, un petit Vespa. Voilà. Et si pour ceux qui s'interrogent sur le fait qu'on ne diffuse que la dernière étape, c'est tout simplement que c'est un test. C'est un vrai test, cette dernière étape. Et pourquoi pas mieux l'année prochaine. En tout cas, on verra bien. On va se concentrer sur 2026 et on a hâte de vous retrouver le 28 août. Eh ben parfait, Guillaume, comme ça on va pouvoir voir, notez bien donc cette date, le 28 août. Donc ce sera la dernière étape qui part j'ai un doute maintenant, je l'ai vu en plus, mais c'est Saint-Symphorien. Voilà, C'est du un- stade de Metz. Voilà, Non, exactement. pardon. De Saint-Symphorien qui se trouve à côté de Niort et avec cette dernière étape à Poitiers en circuit dans le final à Poitiers, une grande étape entre la Moselle et la Vienne, entre les Deux-Sèvres et la Vienne avec l'arrivée à Poitiers. On va se régaler et puis il y aura d'autres courses déjà qui vont arriver. La Poly-Normande ce week-end, ce dimanche au moment où l'on parle. Première Le Tour course du d'Emilien Limousin. Jacquelin. Eh oui, Emilien Jacquelin en peloton, on va voir ce que ça va donner. Bon bref, en tout cas il y a la Volta aussi qui arrive FP et puis on sera dans quelques jours pour présenter cette Volta aussi avant le Tour Poitou-Charentes. Exactement, Volta qui perd un peu de son charme aussi avec l'avenue de Pogacar, mais on en parlera cette semaine. En effet, FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi, merci à tous. Un grand merci à toutes et à tous de nous écouter sur la chaîne YouTube ainsi que sur les plateformes Spotify, Apple Podcast notamment et Deezer. On se retrouve dans quelques jours pour la Vuelta, pour le Tour Poitou-Charentes en direct sur notre chaîne YouTube, la dernière étape. En attendant, FP, bon dimanche, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao à tous. Ciao, ciao.